Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris. L'éparchie gréco-catholique des Ukrainiens pour la France, le Benelux et la Suisse. Dans cette édition, on découvrira la nouvelle école ukrainienne lancée au sein de la paroisse catholique ukrainienne Tous les Saints de Vincennes et on entendra le témoignage de la présidente de l'association Fraternité France-Ukraine, une association créée en février 2022. L'éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris fait partie des églises catholiques orientales et représente une partie territoriale de l'église gréco-catholique ukrainienne. Son territoire pastoral s'étend sur 666 000 km², de la France au Benelux en passant par la Suisse. La liturgie est célébrée selon le rite byzantin et bien sûr, la guerre en Ukraine conduit l'éparchie à avoir une mission particulièrement tournée vers les réfugiés ukrainiens. Pour parler de cette éparchie gréco-catholique ukrainienne, l'éparchie Saint-Volodymyr le Grand, Paris, je reçois son évêque très récemment nommé, Monseigneur Ihor Rantzia. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur le plateau de KTO pour la première fois en tant qu'évêque nommé de l'éparchie. Quelles sont les caractéristiques de l'éparchie en quelques mots? Je viens de donner quelques mots de présentation. Comment est-ce que vous pourriez compléter cette présentation pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Nous sommes dispersés dans ces 5 pays, une cinquantaine de communautés ukrainiennes gréco-catholiques sur un vaste territoire. Et pour nous, c'est un grand défi comment être ensemble, comment marcher ensemble, comment pour l'évêque d'accéder à tous nos fidèles. Au début de cette émission, peut-être quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Ihor Rantzia. Vous êtes donc vous avez été nommé évêque de l'éparchie ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand le 1er octobre 2025. Vous êtes né en 1978 à Opilsko, dans la région de Kiev, en Ukraine. De Lviv, vous avez raison de me corriger. De 2003 à 2008, vous avez été enseignant à l'Université nationale Franco, la faculté de géographie, ordonné prêtre le 29 mars 2015 à Paris. Vous étiez de 2022 à 2025 ce qu'on appelle proto-syncelle, c'est-à-dire vicaire général de l'éparchie. Et vous avez choisi comme devise épiscopale cette phrase « Sous la protection de Marie, à la lumière de Jésus ». D'abord, un grand merci d'accepter de vivre cette émission en français, qui n'est donc pas votre langue maternelle, mais c'est vraiment très gentil à vous. Je le disais, vous étiez l'équivalent d'un vicaire général dans l'éparchie. Et le 1er octobre dernier, le pape Léon XIV a approuvé la décision du synode des évêques de l'Église gréco-catholique ukrainienne qui vous a élu évêque de l'éparchie ukrainienne. Cette nomination épiscopale met fin à 7 ans de siège vacant, puisque c'était jusqu'alors un administrateur apostolique que j'avais reçu, Monseigneur Lonchina, qui était à la tête de l'éparchie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination ? Pour moi, c'est très difficile parce que je dois changer ma vie, mes projets personnels. J'ai toujours planifié à me consacrer à la vie académique. Et j'étais envoyé de l'éparchie de Lviv en France pour les études avec le but de retourner en Ukraine. Mais ça a changé pour moi tout. Et je le disais, c'est la fin donc, de cette année de siège vacant. Qu'est-ce que vous avez comme projet, comme désir en arrivant, en devenant évêque de cette éparchie ? D'abord, moi, personnellement, je n'ai pas encore de projet pour l'éparchie. J'espère de le faire avec l'ensemble de notre clergé. C'était des années difficiles pour nous parce que c'est la guerre, la Covid. En plus, dans cette période du siège vacant, on ne peut pas faire de projets à long terme. Parce que c'était un administrateur apostolique. Oui, c'est ça. Sa pouvoir a été limité par le conseil de consulteurs éparcheux. Mais quand même, on a réussi de faire beaucoup de petits projets. On a créé de nouvelles communautés, on a ordonné des prêtres. Et donc la vie continuait. Sauf que sans possibilité de faire des projets à long terme.
Votre ordination comme éparque de l'éparchie Saint-Volodymyr-le-Grand de Paris aura lieu mi-décembre, le 17 et 18 décembre à Paris, et ce sera en 2 temps. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les particularités de ces 2 jours, les 17 et 18 décembre ? Oui, donc à la veille du jour de consécration épiscopale, il y a les vêpres avec une cérémonie de confession de la foi et de vœux de fidélité au pape et au chef de notre Église. Donc ce sera le 17 décembre à la cathédrale ukrainienne, boulevard Saint-Germain, dans le 16e à Paris, à 18h. Et ensuite, le jour de la consécration, c'est le 18 décembre à 15h à l'église Saint-Sulpice qui nous accueille. Nous avons la divine liturgie avec la chirotonie, la consécration épiscopale, qui sera présidée par notre primat de l'église, sa béatitude, Monseigneur Sviatoslav Shevchuk et d'autres évêques, et avec la présence et participation du nonce apostolique. Je vous invite tous, surtout les Parisiens, à venir à cette célébration pour découvrir aussi la richesse de notre rite, notre tradition byzantine. L'invitation est lancée. Pour mieux découvrir ce que vit l'éparchie, on va aller découvrir cette nouvelle école ukrainienne qui, il y a 1 an, a été lancée au sein de la paroisse catholique Tous les Saints de Vincennes. Il s'agit d'une école de week-end qui vise à inculquer aux élèves l'esprit des valeurs catholiques et des traditions ukrainiennes. Cette année, l'école accueille 70 enfants âgés de 5 à 14 ans, répartis en 6 classes entre cours de catéchisme, de théâtre, d'art, d'histoire et de langue ukrainienne. Et c'est notre journaliste Anne-Chantal Giraud qui a assisté à la rentrée de l'école, qui a donc ouvert ses portes pour la 2e année. Ce samedi, c'est avec un temps de prière que l'école ukrainienne Olena Viter fait sa rentrée. Pour l'occasion, tous les futurs élèves venus accompagnés de leurs parents ont revêtu leur habit traditionnel. C'est le père Roman Ostapiuk, administrateur de la paroisse ukrainienne de Tous les Saints, qui a lancé l'école l'année dernière avec d'autres parents. Il y a beaucoup d'enfants qui, chaque dimanche, viennent à notre paroisse, de tout petits, d'un peu plus grands, qui ont besoin d'apprendre le catéchisme, la langue ukrainienne. Beaucoup d'eux sont nés déjà en France, donc c'est très important qu'ils n'oublient jamais sa langue et sa culture. C'est sous le patronage d'une religieuse ukrainienne engagée dans l'éducation, Olena Viter, que les écoliers commencent leur année et se dirigent ensemble en procession jusqu'à la maison de Notre-Dame, mise à disposition par le diocèse de Créteil, où se tiendront les cours. Olena est professeure de langue ukrainienne. Elle est arrivée en France en 2022 à cause de la guerre en Ukraine. L'école lui permet aussi de continuer le métier qu'elle pratiquait à Kiev. Je ne veux pas quitter mon domaine pédagogique, parce que j'adore mon travail. Je trouve que c'est très important pour les gens garder son langue maternelle. Pour les Ukrainiens, c'est notre identité nationale. L'Ukraine lutte pour sa liberté. Beaucoup d'enfants manifestent aussi cet attachement à leurs racines, comme Amélie, née en France. Pour moi, l'ukrainien, c'est très important. Mes parents, ils sont nés là-bas et ma famille aussi, toute ma famille, elle est là-bas. Ou Tyrone, arrivée en France il y a 4 ans. Peut-être la guerre va finir, après on va retourner et on ne pourra pas savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Mais comme ça, si on va à l'école ukrainienne, maintenant on sait. Malgré l'actualité de la guerre, c'est une ambiance joyeuse qui règne dans cette école et dont témoigne Ilona qui chaque samedi fait 2 heures de trajet pour enseigner ici le catéchisme. Quand on voit des enfants qui sont récemment arrivés, ils sont vraiment déprimés, on peut dire. Et quand ils sont à l'école, ça change beaucoup. L'école, l'église, la communauté, ça les aide beaucoup parce qu'ils se sentent comme chez eux, à la maison. Les 70 élèves et leurs professeurs se retrouveront tous les samedis de cette année scolaire. Un engagement exigeant qui participe à renforcer les liens au sein de la paroisse. Monseigneur Iorrancia, pourquoi une telle école est si importante pour l'éparchie ? Parce que cette école a quelques fonctions très différentes. D'abord, c'est transmettre la foi, parce qu'il y a des catéchismes. Ensuite, cette école
aide aux enfants de complémenter leur programme parce que dans les écoles françaises, ils n'ont pas, on n'enseigne pas l'histoire de l'Ukraine, la langue ukrainienne. Ensuite, cette école est aussi espace pour les pédagogues ukrainiens qui sont venus en France, qui souvent travaillent dans les domaines qui sont très loin de leur vocation et ici, ils peuvent se réaliser. Et ensuite, souvent, les parents qui viennent dans l'école avec leurs enfants, ils sont à côté, il y a un prêtre qui aussi fait le catéchisme pour les parents. Donc c'est multifonctionnel. C'est toute la famille qui bénéficie de cette proposition. Oui. On l'a vu dans les enfants qui sont présents, bien sûr, dans cette école. Certains viennent juste de quitter l'Ukraine, certains sont encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Quel accompagnement est-ce que vous avez pour ces enfants-là? Comment préserver l'identité ukrainienne tout en étant intégrés dans la société locale du pays dans lequel on est, ici en France, par exemple? Oui, c'est un grand défi pour nos prêtres, pour nous tous, parce que parfois, on présente ces deux possibilités comme quelque chose qui ne peut marcher ensemble. Qui sont opposés, contradictoires. Oui, contradictoires. Mais normalement, il faut retrouver comment être ukrainien en France, être français et être ukrainien. C'est un grand défi pour toutes les générations, pour toutes les migrations. Et on essaye de trouver comment vivre tout ça. Et pour vous, quelle est votre vision, votre perception de cette double identité, si je peux me permettre cette expression? Pour moi, personnellement, il faut que notre éparchie s'ouvre à la langue française. Parce que dans ses racines, la tradition byzantine n'est pas liée à une langue particulière. C'est une façon de vivre la foi, de célébrer sa foi, mais ça pas lié exceptionnellement à une langue, à une autre langue. Donc c'est une de mes projets, de mes plans, d'ouvrir l'éparchie aux langues locales et surtout pour nos enfants. On l'a entendu, il y a aussi cette dimension bien sûr de transmission de la foi. Fin septembre, il y a eu un pèlerinage à Rome avec des catéchistes de l'éparchie. Vous n'y étiez pas personnellement, mais quelles sont les spécificités de la transmission de la foi dans l'Église gréco-catholique ukrainienne? Quels sont les mystères de la foi qui sont peut-être plus mis en valeur? Ce qui est en valeur, c'est nos traditions religieuses qui sont très riches. Chaque fête a ses propres traditions qui sont très bien préservées dans nos familles. Mais il y a certaines difficultés parce que souvent, la génération des parents n'est pas bien éduquée dans la foi. Parce qu'ils sont presque tous, ils sont nés dans l'Union soviétique, dans la période d'athéisme. Et souvent, ce sont des enfants qui aident à leurs parents de comprendre, de vivre la foi. Il y a eu presque un trou dans la transmission? Oui. On commence à remplir ce trou parce que les générations changent. Mais quand même, ça reste bien visible. Et aussi pour nous, notre défi, notre priorité, c'est catéchèse des adultes. Une question peut-être aussi sur les vocations sacerdotales qui se posent. Bien sûr, quel est le profil des séminaristes en formation? Est-ce qu'ils sont tous ukrainiens ou est-ce que désormais il y a des vocations également françaises au sein de l'éparchie? Pour l'instant, on ne peut pas parler des choses très générales parce qu'il y a des exceptions. On a un séminariste d'origine française et on a actuellement deux d'origine ukrainienne qui sont nés en Ukraine et sont venus en France. Donc on ne voit pas encore le portrait typique. Mais on commence à avoir des vocations et ça, c'est un bon signe pour nous parce que les prêtres, tous les prêtres sont venus de l'Ukraine. Et quelle est pour vous un peu la particularité de l'appel au sacerdoce au sein de l'éparchie? Comment discerner cet appel particulier? Souvent, les gens qui commencent à poser des questions concernant les vocations sacerdotales ont vécu une certaine expérience un peu particulière, un peu existentielle. Ils se posaient plusieurs questions à cause des difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est pas comme parce qu'en Ukraine c'est un peu automatique. Après l'école secondaire, certains commencent juste à réfléchir, aller au monastère ou au séminaire. Ici c'est très particulier. C'est une grande expérience existentielle, si je peux dire comme ça.
On va parler d'une association spéciale, puisque au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreuses initiatives d'aide humanitaire ont vu le jour. C'est dans ce contexte que l'association Fraternité France-Ukraine a été créée, afin d'envoyer des produits de première nécessité, d'alimentation, d'hygiène ou de puériculture par exemple, et du matériel médical sur place. Une collecte auprès de particuliers a lieu chaque samedi après-midi dans un local de la cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand depuis 3 ans. Nous avons rencontré Marie Lacroix, fondatrice et présidente de cette association. Nous sommes ici dans le local de l'association Fraternité France-Ukraine, qui est hébergée par la cathédrale Saint-Volodymyr-le-Grand à Paris. Et ici, nous faisons des collectes humanitaires chaque semaine, de 14h à 16h les samedis après-midi. On a eu énormément de dons au tout départ quand la grande invasion s'est passée. Donc les particuliers sont venus en masse au sein de la cathédrale et les convois partaient tous les jours quasiment. Après la première année, on avait beaucoup moins de dons. Et depuis 1 an à peu près, on recommence à avoir une augmentation des dons, certainement liée à tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais aussi à la politique extérieure, avec les élections aux États-Unis en particulier. C'est des dons en fait, qui viennent principalement de particuliers, en fait à 50% de particuliers et à 50% d'entreprises. On a donc à la fois de l'hygiène, de l'alimentation, des jeux et des loisirs créatifs pour les enfants, du produit médical et de rééducation, puisqu'on a même des fauteuils roulants. Fauteuil roulant, béquille, c'est toujours un besoin nécessaire parce qu'il y a de plus en plus de mutilés et donc les besoins sont croissants. Après, tout ce qui est alimentation, hygiène, ça reste nécessaire pour toutes les populations vivant à l'Est en particulier. Et alors, ça paraît plus amusant, entre guillemets, mais c'est les loisirs créatifs pour les enfants, parce qu'il faut les occuper quand ils sont dans des bunkers, quand ils sont loin de l'école. Donc c'est vrai que tout ce qui est coloriage, crayons, gommettes, autocollants, ça paraît de rien, mais c'est nécessaire à envoyer aussi. En France, il y a eu plusieurs associations qui ont été créées pour aider l'Ukraine et qui préfèrent s'appuyer sur l'éparchie pour coordonner et organiser cette aide. Comment est-ce que vous répondez à cette attente ? Oui, vraiment, il y a une explosion de la vie associative en France et ce n'est pas toujours les Ukrainiens qui créent cette association. Par exemple, Fraternité France-Ukraine a été créée par les Françaises. Et donc, nos paroisses sont toujours le centre où les gens viennent pour donner leurs dons. Et d'abord, notre éparchie propose espace pour les rencontres. Et ensuite, il y a des attentes que peut-être l'évêque, peut-être moi, joueront un rôle de celui qui unit, coordonne, d'aide de se rencontrer à nos associations. C'est là aussi, c'est une demande de notre ambassade qui ne réussit pas à faire toute la coordination. Comment se poursuit justement concrètement le soutien avec les réfugiés ukrainiens et les Ukrainiens qui sont encore dans le pays ? Il y a plusieurs formes de soutien. D'abord, il y a les donations très précises, selon les demandes très précises. Ce sont souvent des médicaments. Il y a aussi accompagnement. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup l'accompagnement psychologique de ceux qui sont déjà sur le terrain français. Il y a aussi certaines associations qui fonctionnent au niveau des médias pour présenter notre propre vision de cette tragédie qui se passe en Ukraine. Plusieurs domaines où les associations travaillent. Peut-être une question sur les ressources financières de l'éparchie qui dépendent évidemment des dons des fidèles. Comment est-ce que cet effort de solidarité envers bien sûr l'Ukraine pèse sur le budget de l'éparchie ? Je ne peux pas dire que cette mobilisation pour l'Ukraine a affecté les finances de l'éparchie, mais c'est toujours un problème je pense que pour presque chaque diocèse français et pour nos éparchis aussi. En tant qu'évêque général, je n'ai pas été trop concentré sur ces questions parce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent, mais quand même, je commence à découvrir ça et c'est un grand défi pour moi. Comment trouver un moyen pour continuer notre mission. Une question sur la synodalité, puisque le synode sur la synodalité a concerné bien sûr toute l'Église catholique. Quelle est votre pratique de la synodalité au sein de l'éparchie gréco-catholique ukrainienne ? Notre éparchie a eu une très bonne expérience de synodalité. On dit, selon notre théologie, la conciliarité. On utilise le terme concile éparchial. Donc, parce que mon prédécesseur, Monseigneur Boris Roudiak, quand il est devenu éparque, évêque dans le pouvoir entier, donc en 2013, l'éparchie a été érigée. Donc, 2 ans après, il a commencé à convoquer les synodes.
les synodes diocésains au concile éparchial. Et donc, c'était d'abord 2 fois dans l'année, et après, c'était 1 fois chaque année. Normalement, c'était dans le monastère de Chefton en Belgique. Donc, il a convoqué 10 synodes de 2015 à 2019. Chacun a été destiné à un domaine particulier, à un sujet particulier. Le résultat du synode, c'était les résolutions et certains documents, et on a essayé de vivre ce synode au cours de l'année. Il y avait des groupes de travail qui travaillaient au cours de l'année. Donc, il y avait beaucoup de bonheur de notre expérience synodale. Mais après, maintenant, notre éparchie participe à tous ces processus synodaux de notre propre Église et de l'Église catholique. Monseigneur Iorantia, on va maintenant passer aux questions de terrain. On a une première question de Jérôme, qui est diacre en vue du sacerdoce. Jérôme est français, il a vraiment été touché par la liturgie. Est-ce que vous pensez que notre tradition byzantine et ukrainienne a quelque chose à apporter à la France et aux Français et au monde occidental en général? Et comment on peut apporter toutes ces choses-là, surtout dans un contexte où parfois nous célébrons en ukrainien et nous sommes tournés vers le peuple ukrainien? Comment nous pouvons nous ouvrir spécialement aux Français? Merci pour cette question, notre diacre Jérôme. D'abord, à mon avis, on apporte déjà, pendant plusieurs années, à partir de 1960, ou peut-être même bien avant. Donc, bien sûr, nous sommes minorité en France, mais toutes les traditions liturgiques, et spirituelles et culturelles font partie de la France. Nous sommes, à mon avis, nous sommes partie de la France, même nous sommes en minorité. Et comme je viens de dire, j'ai des projets de faire beaucoup plus en langue française pour ceux qui ont intérêt. On a une autre question de Evgeny, 70 ans, qui habitait à Lviv et qui se rend à l'éparchie ukrainienne. Qu'est-ce que l'évêque peut nous proposer pour que les souffrances engendrées par cette guerre puissent enfin trouver un terme, être guéries, et trouver des solutions pour que ces souffrances des Ukrainiens s'atténuent? Question très difficile. Il n'y a pas de simple réponse, simple solution. Comme vous le bien savez, les hautes responsables du Vatican ne peuvent faire rien pour arrêter cette tragédie, mais l'Église doit faire sa propre mission, donc consoler ceux qui souffrent, aider ceux qui ont besoin et célébrer la liturgie, prier, donner des confessions, et pour arrêter ce mal qui se propage dans le monde. Je reprends la question posée par Evgeny. Comment demeurer dans l'espérance quand on est au cœur d'une telle tragédie? Ça n'est pas simple non plus, parce que le problème est qu'on ne voit pas la fin de cette tragédie. Ça continue sans arrêt. On toujours espère que dans 6 mois, dans un an, ça va s'arrêter, mais ça n'arrive pas. Mais je crois que pour garder l'espérance, il faut commencer par la charité. Il faut attendre que quelqu'un vienne pour donner l'espérance, mais il faut donner cette espérance par les actes de charité aux ceux qui sont dans les besoins plus graves, plus importants que moi-même. On a une dernière question de Oles, qui a 27 ans. Alors, ma question, c'est est-ce que, selon vous, la mission de l'éparchie Saint-Volodymyr est limitée aux Ukrainiens qui habitent en France, ou bien s'étend-elle à tous les Français? Et quelle serait cette mission? Merci à Oles. Oui et non. Parce que d'un côté, notre éparchie porte dans son titre « Pour les Ukrainiens catholiques des rites byzantins ». C'est notre mission, c'est ce que nos églises confient. Et si on ne peut pas rejeter ça, on ne peut pas trahir ça. Mais d'autre côté, la question est comment distinguer entre Ukrainiens et Français. Il y a des familles mixtes, il y a des générations qui parlent français, mais ils sont Ukrainiens. Et donc, pour répondre, on ne fait pas
projet d'évangélisation des Français, mais il reste ouvert aux Français. Et surtout, on sait qu'ils sont Français selon le passeport et Ukrainiens selon leur âme, dans leur cœur. Merci beaucoup, Monseigneur Iorancia. On arrive déjà à la fin de cette émission. On va peut-être de nouveau inviter ceux qui nous regardent à venir participer à votre consécration épiscopale dimanche 18 décembre. C'est ce que vous disiez, dimanche 18 décembre, à Paris, à l'église Saint-Sulpice. Et puis surtout, priez pour vous dans ce temps jusqu'à cette consécration. Merci d'être venu sur le plateau de KTO, d'avoir accepté de participer à cette émission en français. Pour en savoir plus sur l'éparchie, vous pouvez aller sur le site internet www.ugcc.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.